Diplomates algériens ont sifflé de New York à Alger. Dans un discours empreint d'ironie, le colonel Abdoulaye Maïga accuse sans détour l'Algérie de déstabiliser la frontière nord du Mali. En plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec de succulents plats de tchèque-chouka et de chorba, à des terroristes et des renégats en débandade, son rôle d'estafette désorienté ne contribue guère à la promotion des relations de bon voisinage. Aujourd'hui, nous sommes troublés que le représentant permanent algérien ait rejoint la tendance manipulatrice des droits de l'homme pour s'attaquer à l'armée malienne. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Tout commence à Genève, il y a un mois. Le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU dénonçait le rôle de Bamako dans des frappes de drones dans la région de Tinzaouaten et appelait à mettre un terme aux violations des armées privées utilisées par certains pays. Plusieurs civils auraient été tués dans ce bombardement mené après un sérieux revers de l'armée malienne et des mercenaires russes contre les rebelles touaregs. Au lendemain de la sortie du vice-premier ministre malien, pas encore de réaction officielle d'Alger, mais pour ce député soutien du président Tebboune, les assauts maliens à la frontière sans coordination avec l'Algérie menacent directement la sécurité du pays. Je pense que ces déclarations sont motivées par des pays qui veulent affaiblir l'Algérie dans la région et qui font intervenir les forces de Wagner au Mali pour déstabiliser l'Algérie. Ce pays s'est jeté dans les bras d'une autre puissance, ce qui remet en cause la souveraineté de sa décision. Depuis que le pouvoir malien a enterré les accords d'Alger en janvier dernier, les relations entre les deux pays se sont considérablement détériorées. Vu d'Alger, la crise ne peut se résoudre que par un changement de régime à Bamako. Vu que c'est un gouvernement de transition, il est possible que le prochain gouvernement, qui sera élu démocratiquement au Mali, puisse prendre conscience qu'effectivement les Touaregs, donc pas uniquement les Touaregs, mais en tout cas les communautés du nord du Mali sont aussi maliens et donc aller vers une solution politique. De son côté, Bamako affirme avoir sérieusement affaibli les groupes rebelles du Nord et assure poursuivre ses opérations de démantèlement. Le Parlement tunisien a adopté vendredi avec une large majorité un projet de révision de la loi électorale contesté par la société civile. La plénière de l'Assemblée des représentants du peuple a coïncidé avec un rassemblement organisé devant le siège du Parlement. Cette révision de la loi électorale intervient à quelques jours d'une présidentielle dominée par le camp du président sortant Kais Saïed, citant un conflit entre la justice administrative et l'autorité électorale. Plus d'un tiers des députés avaient présenté un texte à voter en urgence pour retirer au tribunal administratif le pouvoir d'arbitrer les contentieux électoraux. Les litiges seront désormais traités par la Cour d'appel. Le texte a été adopté par 116 voix pour, 12 voix contre et 8 abstentions. 3 candidatures ont été retenues par l'autorité électorale pour le prochain scrutin présidentiel, celle du président sortant, Kais Saïed, de Zouhair Marzaoui, un ancien député de la gauche panarabe, et Daesh Izamel, un industriel issu d'un petit parti libéral. Le centre névralgique du scrutin s'agite. Au Botswana, la Haute Cour est chargée de valider les candidatures à la présidentielle. Les élections générales se tiendront le 30 octobre prochain. Alors avant ce moment crucial, les hommes politiques sont venus déposer leur candidature. À commencer par le président sortant, Mokwedi Masisi. Il veut croire en ses chances de rester à la tête du pays. Heureux, sûr et confiant, nous avons tout fait dans les règles. La veille, sa formation politique, le Parti démocratique du Botswana, l'a investi. Pour l'heure, rien n'est acté, mais le président sortant devrait affronter dans les urnes Douma Boko, le candidat de la coalition pour un changement démocratique. Lui est arrivé d'un air conquérant pour déposer son dossier. Je tiens à remercier les partisans de l'UDC pour leur soutien, leur amour et leur engagement en faveur du mouvement. Nous remercions le Botswana pour son soutien indéfectible. L'emploi et la répartition des richesses devraient être au cœur des débats de cette présidentielle. Car le Botswana est le deuxième exportateur de diamants au monde. C'est un quart de son PIB, mais les inégalités se creusent.
Alors Mifato Ritili, candidat du Front patriotique du Botswana, promet un affrontement programme contre programme dans l'une des plus anciennes démocraties du continent. Le Botswana s'est engagé à augmenter le nombre de candidats pour que nous puissions achever le processus comme l'exige la Constitution, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors continuité au changement de politique. Pour le quinquennat à venir, dans un mois, 900 000 Botswanais devront se prononcer. C'est un véritable coup dur pour l'Égypte. Le nombre de navires transportant le canal de Suez a chuté de 50%, impactant les revenus provenant de cette route commerciale. L'Égypte subit les conséquences d'un conflit entre Israël et le Hamas. Les rebelles houthis intensifient leurs attaques contre les navires qu'ils considèrent comme liés à l'État hébreu. Les développements actuels sont extrêmement préoccupants et pourraient entraîner une escalade du conflit dans la région, mettant en péril la stabilité. Nous avons déjà enregistré une perte de 50 à 60% des revenus du canal de Suez et au cours des 7 à 8 derniers mois, cela s'est traduit par une perte de plus de 6 milliards de dollars. Le canal de Suez avait rapporté à l'État égyptien plus de 8 milliards de dollars pour l'année fiscale 2022-2023. La région et le monde traversent une période particulièrement difficile. En Égypte, nous avons veillé à adopter une politique équilibrée face à cette instabilité préoccupante. Nous avons averti que si cette situation perdure, elle pourrait avoir de graves conséquences non seulement pour notre région, mais aussi à l'échelle mondiale. Il est essentiel de trouver des solutions durables pour prévenir une escalade des tensions et assurer la stabilité. Depuis le début des tensions, de nombreux armateurs choisissent d'éviter la mer Rouge et le canal de Suez, par où transite habituellement 12 à 15% du trafic mondial. Ce sont des élèves de niveau avancé qui ce matin affrontent l'épreuve, le cyclisme en milieu urbain. Nous sommes ici dans la banlieue du Cap, en Afrique du Sud. Le groupe doit apprendre à changer de voie, observer les priorités et les dangers potentiels, guidé par un coach particulier. Salut, je suis Sindile Mavundla et je suis le vélomère du Cap. Sindile Mavundla a créé son académie en 2022 dans le township très pauvre de Khayelitsha et il s'est donné une priorité, mettre les filles au vélo. Celui-ci peut leur apporter de la mobilité et donc du pouvoir tout en restant à un prix abordable. Des filles à vélo ici à Khayelitsha, c'est formidable. Nous encourageons les filles à s'y mettre, nous les encourageons à s'impliquer. Et je crois que c'est historique pour notre township. C'est historique pour le Cap et l'Afrique du Sud. Beaucoup de jeunes femmes ne sont jamais montées sur une bicyclette. L'apprentissage commence donc de zéro, mais toujours avec bonne humeur. Les gens ont commencé à réaliser qu'un vélo est un mode de transport très abordable, malgré les questions de sécurité et malgré le manque d'une infrastructure adaptée. Nous voyons qu'il y a un besoin, les gens veulent vraiment laisser leur voiture et sauter sur un vélo, aller au travail à vélo ou à l'école, faire les courses à vélo. Ce poste de vélomère est soutenu par une ONG néerlandaise. Celle-ci a constitué tout un réseau de ces lobbyistes de la bicyclette. Au Cap, malgré un nombre croissant de cyclistes, il reste difficile de se déplacer à vélo et même parfois dangereux. Mais la municipalité s'est engagée à améliorer les infrastructures. Les athlètes éthiopiens ont dominé le 50e marathon de Berlin dimanche en Allemagne. D'abord Mikesa Mengesha qui remporte la course masculine avec un record personnel de 2 h 3 minutes 17 secondes. Il s'agit du tout premier major de sa carrière. Puis sa compatriote Tigist Ketema remporte la course féminine en 2 h 16 minutes et 42 secondes. Mengesha, 24 ans, termine tout en puissance avec 5 secondes d'avance sur le Kenyan Cyprien Kotut. Son compatriote éthiopien Aimamot Aliou, qui a gagné près de 2 minutes sur son record personnel, a terminé à une courte 3e place. Chez les dames, le podium est totalement éthiopien avec Mestawot Fikir, 2e en 2 h 18 et 48, juste après Tigist Ketema en première position et Bozena Moulati, 3e en 2 h 19.
mbokk yi amat nañu mbégteeg bànneex dalalaat leen ngir jox leen di gën a fës ci xibaar météo yi li ci gën a fës nag mooy ay taw yu ñuy xaarandi lu ko dalee tey su guddi jëm ëllëg ca talaata ji taw yooyee nag ñu ngi koy xaarandi ci diwaan yi nekk ci bët saalum réew mi lu des ci réew mi nag daanaka ab tekkaaral mooy doon lu gën a fës lu ñuy